Bonjour à tous, nous allons avoir le plaisir d'échanger ce matin sur ce thème passionnant qu'est le CEPOM et on va le traiter d'une manière un peu particulière puisqu'on va l'aborder sous l'angle de l'insécurité juridique et budgétaire et quelles solutions on va pouvoir envisager ensemble pour répondre à ces difficultés. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous faire une présentation rapide du cabinet Accence Avocat, qui est un cabinet qui a une histoire d'abord sur Angers, puisque nous avons été créés en 2002 à Angers, et petit à petit, nous avons développé une activité nationale sur le secteur social et médico-social, quasi exclusivement, mais avec la volonté de répondre à tous les besoins des organismes gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux, et en dernier lieu, au-delà des prestations classiques d'accompagnement pour les créations d'établissements, les fusions d'associations, les questions de droit du travail ou encore les questions de relations collectives de travail, nous avons développé une activité RGPD qui est très dynamique et qui est décomposé en deux pôles, un pôle juridique et un pôle technique, ce qui fait qu'aujourd'hui, le cabinet Accence Avocat est constitué d'une quinzaine de personnes, dont sur le pôle technique, un chef de projet qui n'est pas avocat, et nous accompagnons 350 établissements au moment où je vous parle sur leur mise en conformité au RGPD. Donc vous voyez que nous sommes un cabinet qui avons un certain dynamisme pour les gestionnaires de SMS. Et à titre d'illustration, voici quelques événements passés et à venir qui ont été organisés par notre cabinet, à savoir en dernier lieu 2 webinaires, un sur les appels à projets versus appel à manifestation d'intérêt qui a été présenté par maître Agathe Vitour. Un mois avant, maître Marie-Pierre Mpiga nous avait fait une brillante intervention sur les recours gracieux, et Dieu sait si c'est utile dans le secteur, on en reparlera un peu plus loin de mon intervention. Et on a prévu 2 nouvelles interventions d'ici la fin de l'année. D'abord, une sur le pass sanitaire sous l'angle de l'enjeu RH dans les ESMS, parce que vous connaissez aujourd'hui tous l'obligation vaccinale qui est intervenue depuis hier. Néanmoins, nous sommes régulièrement sollicités sur les conséquences de cette réglementation dans votre gestion des ressources humaines. Et enfin, on clôturera l'année par l'organisation du 6e colloque universitaire sur les structures sociales et médico-sociales que nous organiserons les 18 et 19 novembre prochains avec l'Université d'Angers, dont nous sommes partenaires. C'est un colloque universitaire qui est très important pour le secteur, puisque c'est un des rares lieux de réflexion sur la matière qui se veut indépendant, avec des professeurs d'université, et donc on prend de la hauteur et on n'a pas seulement une vision de l'administration, on a vraiment une réflexion sur la matière. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés, ce colloque se tiendra en présentiel et en visioconférence et aura pour terme le financement des établissements sociaux et médico-sociaux. Vous comprenez qu'on est dans la logique des gestionnaires, ce qui m'amène tout de suite à rentrer dans le vif du sujet du CEPOM, source d'insécurité juridique et budgétaire. Que faire? Pour traiter de cette question, il faut se remettre dans le contexte historique des CEPOM. En effet, la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux, on peut considérer à certains égards qu'elle a pris son envol avec la loi de 1975, loi qu'un certain nombre d'entre nous ont oubliée, mais qui a été fondatrice du secteur et qui ne prévoyait pas la possibilité de faire une contractualisation pluriannuelle, puisque
on avait là une application des règles de finances publiques qui sont fondées sur le principe d'annualité budgétaire. Donc la notion de CEPOM, à certains égards, et on le reverra tout au long de nos échanges, est contre nature pour l'administration qui raisonne en annualité budgétaire. Les prémices du CEPOM, on les trouve en réalité dans la réglementation de 1999 qui a mis en place les conventions pluriannuelles tripartites dans les maisons de retraite devenues à l'époque les EHPAD. Et puis, la poursuite s'est faite avec la période 2002-2014 où la loi du 2 janvier 2002 a ouvert de façon générale pour l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux la possibilité de contracter de façon pluriannuelle avec les administrations. On entre dans l'ère du CEPOM facultatif, dont on verra qu'elle se poursuit aujourd'hui quand on n'est pas dans le cadre de ce qui est intervenu depuis 2015, le CEPOM obligatoire pour un certain nombre d'établissements et services. Alors, s'agissant des CEPOM, il existe un certain nombre d'insécurités qu'il nous faut tout de suite évoquer. On verra les insécurités liées à l'identification des normes applicables. Est-ce que je suis en CEPOM obligatoire ou en CEPOM facultatif, par exemple? La difficulté aussi de qualifier juridiquement la nature du CEPOM. Et enfin, les problématiques en termes de délai de signature des CEPOM, puisque avec la période Covid, un certain nombre d'entre vous ont pris beaucoup de retard, je dirais même plutôt les administrations ont pris beaucoup de retard dans la contractualisation. Pour autant, un certain nombre de dates en l'état sont toujours figées. On peut espérer qu'elles seront décalées, mais on fera un petit point rapide sur le planning des signatures. Nous allons voir donc la question des CEPOM obligatoires et la question des CEPOM facultatifs. Alors je vais passer rapidement sur ces questions-là parce qu'aujourd'hui, c'est des questions que vous maîtrisez bien. Les CEPOM obligatoires, on les retrouve dans les secteurs des personnes âgées, résidence autonomie, EHPAD, petite unité de vie, SIAD, SPASAD. On les trouve dans le secteur des personnes handicapées, IME, ITEP, ESAT, foyer d'accueil médicalisé, MAS, CRP, et enfin dans le secteur des AHI avec les CHRS, les centres d'hébergement d'urgence, les services d'accueil de jour et les SAMU sociaux. Donc ça pose pas trop de difficultés, c'est quelque chose qui est connu. Venons-en maintenant aux difficultés qui sont liées à vos établissements. Il est très important que vous identifiez bien, donc si vous êtes dans un CEPOM obligatoire, il faut que vous soyez vigilant à la réglementation qui vous est applicable parce que, notamment dans le secteur des EHPAD et des CHRS, il existe des modèles de contrats qui ont été publiés par le ministère. Pour les EHPAD, c'est un arrêté du 3 mars 2017. Pour les CHRS, c'est un arrêté du 25 octobre 2019. Donc, soyez attentifs à ces modèles, sachant que pour le reste, une des difficultés à laquelle on est confronté, c'est que il existe une réglementation qui est assez imprécise, et donc pour la rédaction des CEPOM, il nous faudra être particulièrement vigilants. Les CEPOM facultatifs, quant à eux, sont applicables à tous les ESMS non visés par le CEPOM, ce qui fait dire à certains d'ailleurs que en réalité, au moment où on se parle, le CEPOM facultatif est le droit commun des CEPOM, c'est-à-dire que si aucun texte n'oblige à signer un CEPOM obligatoire, on a toujours la possibilité de passer un CEPOM facultatif avec notre administration favorite. Un des enjeux fondamentaux, c'est de déterminer à présent la nature juridique du CEPOM. Sur la diapositive que vous avez sous les yeux, vous constatez qu'on distingue d'un côté les CEPOM obligatoires et de l'autre côté les CEPOM facultatifs. En effet,
peut-on considérer qu'un contrat qu'on a l'obligation de signer avec une administration sous peine de sanctions financières est encore un contrat? Est-ce que, à l'inverse, si j'ai une liberté de signer ou pas dans le cadre d'un CEPOM facultatif le dit contrat, est-ce que sa nature juridique est réellement contractuelle? Le simple fait de poser la question en ces termes vous apporte bien évidemment des éléments de réponse, à savoir que dans le cadre du CEPOM obligatoire, on peut considérer que le CEPOM n'est pas en réalité un contrat au sens où on l'entend classiquement, et notamment dans le cadre du Code civil qui prévoit qu'un contrat existe lorsqu'il y a une rencontre de volonté. Là, notre volonté en tant que gestionnaire, elle n'est pas forcément présente. On est obligé de signer, donc la nature contractuelle du CEPOM s'efface au profit d'un acte administratif unilatéral que je qualifie sciemment de négocié. C'est-à-dire que cet acte-là, je le signe. À certains égards, je vais prendre des engagements, je vais avoir l'obligation de prendre des engagements si je suis gestionnaire d'établissement. Néanmoins, si à un moment donné, j'ai des difficultés dans l'exécution du contrat, je pourrais toujours faire valoir que j'ai été contraint de signer et que la nature de mon engagement n'est pas aussi forte que si j'avais été dans le cadre d'un contrat facultatif prévu par la réglementation. Donc, vous voyez que on parle de contrat là où, nous semble-t-il, il existe en réalité simplement un acte unilatéral négocié. Et en tout état de cause, il faut savoir que dès lors qu'on signe un contrat avec une administration, l'administration dispose de prérogatives particulières qui lui permettent de déroger au contrat. À tel point que la jurisprudence a été amenée à considérer que le contrat, même facultatif, n'engageait pas nécessairement l'autorité de tarification. Donc vous voyez que vous avez de votre côté, pour ceux qui êtes gestionnaires, un enjeu important, c'est que vous allez travailler sur un document dont la valeur juridique est quand même complexe à appréhender. Et à l'inverse, si vous êtes autorité de tarification, vous bénéficiez de ce qu'on qualifie juridiquement du fait du prince, c'est-à-dire que vous pouvez imposer des clauses exorbitantes du droit commun et vous pouvez également imposer aux gestionnaires en cours de contrat un certain nombre de conditions qui n'avaient pas été prévues initialement. Donc vous avez là un enjeu qui est fondamental quant à la portée de votre CEPOM. Ceci étant dit, nous avons également pour les gestionnaires qui ont l'obligation de signer un CEPOM, donc dans le cadre du CEPOM obligatoire, des enjeux en termes de rétroplanning, puisque une partie d'entre vous devrait normalement contractualiser au plus tard au 31 décembre 2021, secteur handicap, secteur personnes âgées, et pour les autres, au 31 décembre 2022 ou 1er janvier 2023 pour les secteurs AHI. Alors on peut espérer qu'il y aura de nouveaux délais qui seront octroyés aux gestionnaires pour contracter avec l'administration, mais donc soyez très vigilants avec ces délais-là et rapprochez-vous de vos administrations si ce n'est pas fait pour en échanger et s'assurer qu'elles sont en mesure de négocier et de signer. Le fait de vous rapprocher de votre administration, ce sera le cas échéant aussi le moyen de montrer que si il n'y a pas de signature du CEPOM aux échéances réglementaires, ce n'est pas de votre fait, mais c'est du fait de la période Covid et puis de la désorganisation que ça a pu générer dans les services administratifs, que ce soit des gestionnaires ou des autorités de tarification. Et donc,
dans cette hypothèse-là, normalement, vous ne devriez pas avoir les pénalités qui sont prévues par le Code de l'action sociale et des familles. Je vous ai mis une petite diapositive pour vous présenter les étapes de la contractualisation. C'est un élément qui est très important puisque, vous l'avez compris, nous considérons que le CEPOM n'est pas un contrat en tant que tel, mais un acte administratif unilatéral négocié, ce qui fait que le moment venu, si vous devez avoir un contentieux sur un CEPOM et son exécution, le juge pourrait être amené à regarder tout ce qui s'est passé avant la signature du CEPOM. Et notamment, ce qui nous avait été dit par rapport au contentieux des conventions pluriannuelles tripartites, le juge serait très vigilant à regarder si, dans le cadre des négociations, vous avez accepté ou refusé un certain nombre de choses. À titre d'exemple, si au moment du diagnostic partagé, vous avez accepté un organigramme, une fois que vous aurez signé votre CEPOM, si on retrouve cet organigramme, vous ne pourrez plus le contester. C'est-à-dire que le juge considérera qu'à partir du moment où, dans le cadre des négociations avec votre autorité de tarification, vous n'avez pas contesté, ça signifie une acceptation et donc que les moyens alloués sont suffisants. Donc, pour les gestionnaires, si vous avez des besoins particuliers, vous les diagnostiquez et vous en faites état au fil de l'eau à votre autorité de tarification. Donc, soyez vigilants à bien mentionner ces éléments par écrit à votre autorité de tarification. Vous avez à l'écran la période préparatoire où on vous met qu'il faut avoir une prudence maximale. On a essayé de lister un certain nombre d'éléments à prendre en considération au moment de la négociation. Je passe rapidement sur ces éléments-là parce que ce sont des choses que vous connaissez, qu'on trouve assez facilement dans les circulaires ministériels. Donc, je vous propose de vous y reporter le moment venu. Simplement, deux petits points. Donc, le diagnostic partagé qui est très important. Et puis, l'élaboration des fiches actions. C'est-à-dire que là, il faut bien déterminer qu'est-ce que vous souhaitez faire pendant votre CEPOM. C'est un élément qui est nécessaire pour une bonne discussion avec votre autorité administrative en charge de la tarification. Dans le cadre de votre discussion avec l'administration, vous allez être amené à déterminer un certain nombre d'objectifs à atteindre. Vous allez déterminer des indicateurs contractuels et vous allez définir avec votre autorité de tarification le périmètre du contrat. Alors, je m'arrête un instant sur le périmètre du contrat parce que vous avez le CEPOM pour un établissement qui ne pose pas de difficulté, mais vous avez aussi la possibilité de faire un CEPOM pluri-établissement et parfois même vous en avez l'obligation. Ça peut être le cas notamment pour les EHPAD dans un même département qui relève d'un même organisme gestionnaire. Dans ce cas-là, le gestionnaire ne peut passer qu'un seul CEPOM pour ces différents EHPAD sur un même département. On peut même avoir des CEPOM qui concernent plusieurs départements sur une même région. Donc là, c'est à vous de déterminer avec votre autorité de tarification le périmètre du CEPOM, sachant que ce périmètre-là, il peut aussi être vu sous l'angle des activités qui sont mises dans le CEPOM. Alors, il y a des domaines où ça ne pose pas de difficulté. Je viens de citer les EHPAD. Quand j'ai des EHPAD, je mets mes EHPAD dans le CEPOM, ça se passe très bien. Là où on a un enjeu important, c'est s'agissant du secteur des AHI, où je vous ai indiqué précédemment que le CEPOM était obligatoire à présent pour les CHRS, les CHU, les accueils de jour, etc. Mais vous avez dans ce secteur-là un tas d'autres d'activités, des petites activités qui sont historiquement subventionnées au fil de l'eau par les administrations, avec
plus ou moins de continuité dans les financements, que ce soit en volume ou même en termes de pérennité, et le législateur a prévu la possibilité d'intégrer ces activités qui ne sont pas tarifées, mais qui relèvent de la subvention dans le CEPOM. Vous avez à ce stade un enjeu important stratégique de savoir est-ce que vous mettez ou pas ces activités dans le CEPOM. Et pour le coup, c'est à vous, organisme gestionnaire, de décider ce que vous souhaitez faire. L'autorité de tarification ne peut pas vous imposer de mettre des activités facultatives dans un CEPOM obligatoire. C'est un choix de gestion que vous devez faire. Ce choix-là, il faut le faire notamment en ayant conscience que le fait d'intégrer dans le CEPOM des activités subventionnées n'est pas de la part de l'administration une garantie de pérenniser les dites activités. C'est clairement dit dans les textes et de toute façon, ça relève de l'application de la jurisprudence sur les conventions tripartites antérieurement. On n'a pas de droit acquis. Le CEPOM n'est qu'un outil de travail pour la suite. Donc, soyez très vigilants. C'est un choix de gestion. C'est un élément de négociation, à la fois du côté de l'autorité de tarification, parce que dans le secteur des AHI, souvent, quand on négocie des CEPOM, les autorités de tarification souhaitent avoir plus qu'un seul document de travail. Néanmoins, côté gestionnaire, voyez quel est votre intérêt, qui nécessite quand même un diagnostic, encore une fois, fin de vos activités, et notamment pour bien déterminer ce qui, dans votre gestion, relève ou pas de l'activité habituelle de l'établissement que vous mettez dans le CEPOM. Sur les objectifs du CEPOM, très brièvement, parce que c'est des choses qui sont connues et qu'on trouve très facilement dans la réglementation, dans les CEPOM facultatifs, le Code de l'action sociale et des familles nous donne de manière non limitative les objectifs généraux qui peuvent être poursuivis. Comme on est dans du facultatif, les marges de manœuvre sont importantes. En revanche, en CEPOM obligatoire, certains objectifs sont imposés. Je vous ai mis des exemples concernant les EHPAD. Là où je tiens à attirer votre attention, c'est sur les objectifs quantitatifs que vous allez mettre dans vos CEPOM. Parce que, de plus en plus, l'administration, et c'est légitime, souhaite que vous engagiez sur des volumes d'activité, des taux d'occupation. Soyez très rigoureux sur les objectifs quantitatifs qui apparaissent dans vos CEPOM, parce que si vous ne les respectez pas, la conséquence peut être assez violente, à savoir l'absence de reprise des résultats déficitaires en cas de non-respect des objectifs quantitatifs. Ça signifie, pour parler très concrètement, pour parler financièrement, que les déficits des établissements qui sont dans le périmètre du CEPOM seraient alors à la charge de l'organisme gestionnaire. Donc on a là un enjeu qui, me semble-t-il, est fondamental et sur lequel vous devez être particulièrement vigilant. S'agissant des clauses financières, je passe rapidement dessus. Je vais m'arrêter sur un élément. Vous avez le budget base zéro, valeur de référence. Donc là, il faut être vigilant sur sa détermination. C'est une question qu'il faut voir avec vos services financiers, le cas échéant avec votre expert comptable dans la mesure où il connaît très bien le secteur. Faire attention au choix de méthode d'actualisation annuelle des ressources. On y reviendra un petit peu après. Je vous rappelle que dans les clauses financières, le CEPOM ne peut pas avoir pour effet de faire disparaître la tarification annuelle. Paradoxalement, on est en contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, mais l'administration, toute la vie du CEPOM, va continuer à vous fixer un tarif chaque année. Les clauses sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant, ce sont les clauses de modulation
de la dotation globale ou du forfait global en fonction d'objectifs d'activité. En effet, ces clauses de modulation peuvent avoir un effet sur vos financements en cas de baisse d'activité. C'est-à-dire que, alors même qu'on est dans une logique de dotation globale commune, donc normalement un financement qui devrait être indépendant de l'activité, on se retrouve parfois dans certains CEPOM avec des autorités de tarification qui nous imposent des clauses qui font diminuer le montant de la dotation globale en fonction de la baisse d'activité. Ça signifie baisse de dotation, donc le cas échéant déficit, et si vous liez ça avec ce que je viens de vous indiquer précédemment, le cas échéant, imputation du déficit dans le bilan de l'organisme gestionnaire. Donc là, vous avez un enjeu qui est très important et sur lequel il faut être particulièrement vigilant parce que ça peut mettre en difficulté économique un organisme gestionnaire. S'agissant de la reprise et de l'affectation des résultats, les règles sont classiques. On doit appliquer les dispositions sur les reprises de résultats. Néanmoins, là où il faut avoir une vigilance particulière, c'est sur la reprise des résultats antérieurs à l'entrée en vigueur du CEPOM. Donc bien faire attention à la façon dont vous les traitez pour éviter des difficultés par la suite. Et enfin, bien évidemment, au moment où vous signez le CEPOM obligatoire, vous savez que vous allez basculer dans le régime des EPRD, EERD, et donc il faut que votre système d'information vous permette de le faire, et sinon, prévoyez un financement pour cette partie-là, parce que ça nécessite quand même un certain nombre d'investissements de votre part. Donc, vous avez vu qu'il faut être très prudent. Je vous donne sur cette diapositive un certain nombre de conseils. Donc, il faut éviter toute précipitation au moment de la négociation de votre CEPOM. Donc là, vous avez des précautions d'usage, constituer une équipe, avoir un contrôle interne des structures avant les réunions de diagnostic partagé, bien prévoir un rétroplanning interne à l'organisme gestionnaire et un rétroplanning avec l'autorité de tarification pour la négociation, pour ne louper aucune étape, et puis être attentif aux objectifs que vous allez accepter, c'est-à-dire qu'il faut que vos objectifs soient réalistes, clairs et limités en nombre pour que vous puissiez répondre à la commande publique. C'est important pour éviter de se retrouver en difficulté par la suite. Et enfin, ce que je vous ai indiqué, et j'insiste vraiment dessus, il faut acter les points de désaccord avec l'autorité de tarification et, si possible, les inclure dans les documents contractuels et notamment dans les annexes. Donc, vous voyez que la négociation est très importante et a quasiment autant d'importance que la rédaction du contrat sur laquelle vous allez devoir être également vigilant puisque on a, au moment de la rédaction du contrat, un certain nombre de clauses qui sont imposées par la réglementation, on va y venir. On va voir qu'on a la possibilité d'intégrer un certain nombre de clauses complémentaires que je qualifie de souples, parce que généralement, c'est là que se trouvent les marges de discussion avec les autorités de tarification, et puis on verra l'enjeu des annexes. S'agissant des clauses, vous avez des clauses obligatoires à la fois dans le CEPOM obligatoire et dans le CEPOM facultatif. Donc, ce sont des clauses qui sont classiques, sur lesquelles je ne reviens pas particulièrement, notamment l'identification des parties, la détermination des moyens nécessaires, les obligations respectives des parties, etc. Ce qui m'intéresse plus, c'est la portée de ces clauses obligatoires. Ce que nous a dit le tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Lyon, c'est que bien que ces clauses soient obligatoires dans le contrat, le fait qu'elles soient absentes, ça n'impacte pas la validité du contrat. Donc elles sont obligatoires, mais en l'état, le peu de jurisprudence qu'on a sur la matière vient nous dire
ça n'empêche pas au juge d'appliquer le CEPOM. Ce qui m'intéresse plus maintenant, ce sont les clauses que je qualifierais de souples, c'est-à-dire que ce sont des clauses qui ne sont pas obligatoires et sur lesquelles vous avez une certaine marge de manœuvre. D'abord, ce sont les clauses d'assouplissement de la procédure budgétaire. Un des objectifs du CEPOM, c'est de simplifier les relations financières avec l'autorité de tarification. Donc, le processus de détermination du tarif annuel est allégé. En octobre, vous n'avez plus à envoyer tous les documents au 31 octobre, donc c'est quand même plus souple. Et puis, la négociation budgétaire se passe dans des conditions qui sont allégées dans la mesure où, normalement, le CEPOM a dû anticiper les négociations. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que la procédure budgétaire est allégée. Néanmoins, pour ceux qui signent des CEPOM facultatifs, les règles applicables au compte administratif restent identiques. Donc, vous devez toujours envoyer votre compte administratif pour fin avril à votre autorité de tarification. Donc là, soyez vigilants, et notamment soyez vigilants sur les rapports du directeur qui accompagnent le compte administratif et qui notamment doivent faire connaître à l'autorité de tarification les raisons qui ont abouti à ce qu'on ait un déficit dans un établissement, par exemple. Dans les clauses souples, donc, on va pouvoir modifier les modalités de fixation annuelle du tarif. Alors là, on a un enjeu qui est important, puisque vous savez qu'on a un certain nombre de règles d'affectation des résultats. Certains pensent qu'à partir du moment où on signe un CEPOM, on pourrait définir les règles d'affectation du résultat de façon totalement libre au niveau de l'organisme gestionnaire. C'est une idée qui est pour partie inexacte. D'abord, parce qu'il n'y a pas d'obligation pour l'autorité de tarification de laisser la libre affectation des résultats à l'organisme gestionnaire. C'est généralement le cas, mais ce n'est pas une obligation. D'autre part, cette liberté d'affectation, en réalité, elle est encadrée. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir dire que je vais utiliser les résultats d'un exercice pour aller financer une activité hors CEPOM. Nécessairement, mon affectation des résultats, elle doit rester sur les établissements qui sont sous CEPOM, et surtout, elles doivent respecter les règles habituelles d'affectation des résultats qui sont prévues par le Code de l'action sociale et des familles. Donc, vous avez en réalité une liberté encadrée. Si j'ai du déficit, je dois l'imputer d'abord à la réserve de compensation et ensuite, à défaut, je dois le reprendre en N+1 ou N+2 ou exceptionnellement le reprendre sur 3 exercices. Donc là, je retrouve les règles classiques d'affectation des résultats, sauf que c'est vous, organisme gestionnaire, en accord avec l'administration, qui décidez seul de votre côté de l'affectation. Donc, on a une clause souple qui vous laisse une liberté, mais laquelle liberté reste encadrée. Ensuite, dans les clauses souples, vous pouvez mettre en place des comités de suivi et un dialogue de gestion, ce qui est fréquemment le cas, même quasiment toujours le cas. Vous pouvez solliciter l'intégration d'une clause de résiliation anticipée du contrat. Et puis, ce que préconise l'administration dans différentes circulaires, c'est d'envisager des modes alternatifs de règlement des différends, c'est-à-dire que si jamais il y a un désaccord sur l'interprétation du contrat, on peut prévoir des modalités de recours gracieux, d'arbitrage dans notre CEPOM. Donc, ça vous redonne des marges de manœuvre. À côté du CEPOM que vous avez rédigé, vous allez annexer un certain nombre de documents. Il s'agit des annexes. Certaines sont obligatoires, dans le cadre des CEPOM obligatoires, bien évidemment. Et notamment, vous allez avoir la synthèse du diagnostic partagé, la description des objectifs fixés et l'indication et les indicateurs choisis, le plan global de financement pluriannuel, l'habilitation à recevoir l'aide sociale, l'autorisation de frais de siège
et enfin une synthèse sur l'évaluation externe. À côté de ça, vous avez d'autres documents qui sont facultatifs, que vous pouvez rajouter d'un commun accord, avec pour objectif, le cas échéant, d'acter les points de divergence qu'on aurait vus antérieurement. C'est l'occasion de leur donner une valeur contractuelle. Vous pouvez éventuellement y annexer le schéma départemental si vous pensez que ça a une utilité, ou un extrait s'il a constitué pour vous un élément de votre engagement. Donc, vous avez là un certain nombre d'éléments complémentaires, étant précisé que l'utilité des annexes, c'est que ça permet de compléter le dossier, ça donne une lecture au juge des conditions de signature du contrat, et donc ça lui permet, le moment venu, d'apprécier le contrat s'il y a un litige entre vous. Et à certains égards, on peut considérer que c'est une valeur, que ces annexes sont une valeur contractuelle. Alors, sur la valeur contractuelle, donc je vous ai mis une jurisprudence du Conseil d'État qui est assez récente, d'octobre 2017, où le Conseil d'État nous dit que pour apprécier la commune intention des parties, le juge peut prendre en compte tous les éléments extérieurs au contrat de nature à éclairer cette commune intention, à la condition qu'il ne soit pas dépourvu de toute pertinence. Donc, les annexes obligatoires, donc là, seront clairement dans le champ contractuel. Celles qui sont facultatives pourront être prises en compte par le juge. D'accord ? Mais au même titre qu'un courrier que vous auriez fait pendant la période de négociation. Si vous êtes gestionnaire et que vous écrivez à l'administration que lors de la dernière réunion de négociation, il vous a été demandé de ne pas prendre en compte tel crédit non reconductible pour déterminer la base, le budget base zéro. Si vous êtes en désaccord avec cette position-là, vous l'écrivez et vous dites, voilà, nous sommes en désaccord, et le juge en tiendra compte. Ça ne veut pas dire qu'il vous donnera satisfaction, mais ça signifie que ce sera un élément de la réflexion pour apprécier si le tarif qui vous est alloué est suffisant. Se pose souvent la question du degré de précision que doivent avoir les clauses du CEPOM. Alors, là-dessus, il y a plusieurs approches qui sont envisageables. Vous avez ceux qui aiment écrire des romans et vous écrivent des clauses extrêmement précises, extrêmement complètes, et donc qui ont le sentiment que, en étant très précis, très développé, ça facilitera la lecture et l'interprétation du contrat. Sauf que, à contrario, d'autres considèrent que le fait d'écrire énormément, on démultiplie les enjeux d'interprétation du contrat. Notre position au sein du cabinet, c'est d'essayer d'avoir des clauses qui sont rédigées de façon un peu précise, un petit peu générale, mais pas trop, pour pouvoir donner une bonne visibilité aux juges sur les enjeux du CEPOM. On n'est pas des fans des CEPOM qui font 150 pages pour rien dire. On préfère des documents qui soient un peu plus synthétiques, avec une efficacité juridique, en étant très attentif à éviter les incohérences, parce que ce qu'on constate parfois, c'est que à force de vouloir trop mettre de choses dans le CEPOM, on se retrouve dans une situation où on a parfois des incohérences entre le montant alloué par le département à un service qui accompagne des jeunes et l'enveloppe globale du CEPOM qui concerne le département plus des jeunes venus de l'extérieur. Et on a une situation actuelle au sein du cabinet où on a des contradictions, et autant dire,
ce sont des dossiers qui sont difficilement gérables parce que tant l'administration que nous, au moment où il faut mettre en œuvre le contrat avec des difficultés, bien évidemment, eh ben, on ne sait pas comment interpréter les choses et ni l'administration ni le gestionnaire n'a des certitudes sur ce qu'il faut faire. Donc notre conseil, c'est que si vous n'êtes pas très à l'aise, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans la rédaction ou la relecture des clauses du CEPOM. Éventuellement, rapprochez-vous de collègues si vous ne voulez pas forcément passer par un conseil avocat pour leur faire lire votre contrat, pour qu'ils aient un œil extérieur, alors que vous, au moment où vous rédigez le contrat, vous êtes le nez dans le guidon et à certains égards, il vous est parfois difficile de prendre du recul pour voir si ce que vous avez écrit est cohérent tout au long du CEPOM. Donc, essayez d'adopter une rédaction plutôt simple des clauses du contrat, ce qui, pour nous, permet de limiter les risques d'interprétation du contrat. Et enfin, je vous rappelle l'importance des annexes en cas de différend avec l'autorité administrative. Alors, je vais finir maintenant sur l'exécution du contrat. Tout l'enjeu, une fois qu'on a négocié, signé le contrat, c'est quelle va être la portée juridique du contrat, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer, et le cas échéant, comment on va pouvoir aller devant le juge, et devant quel juge. Si on considère que le CEPOM est un contrat, on est donc plutôt dans la partie facultative des CEPOM, vous avez, en tant qu'organisme gestionnaire, droit à une exécution paisible du contrat. Ça, ce sont les règles classiques du droit, donc normalement l'administration devrait respecter son engagement et vous, gestionnaire, vous devriez respecter votre engagement. Vous avez le droit à une tarification annuelle, donc faites attention à ceux qui vous proposent dans les CEPOM de renoncer à une tarification annuelle, c'est illégal. Vous avez le droit au paiement du tarif retenu par l'autorité de tarification. Vous avez le droit, le cas échéant, si vous l'avez prévu, à une révision contractuelle. Et notamment, c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit, si dans le cadre d'un schéma départemental, l'autorité administrative modifie ses objectifs, ça peut avoir des incidences sur vos établissements. Donc, soyez vigilants sur ce point-là. Et vous avez le droit à la résiliation du contrat dans les conditions qui seraient prévues dans le contrat. J'attire votre attention sur le fait que la résiliation d'un contrat aboutit, faute de signature d'un nouveau CEPOM, à un retour à la procédure contradictoire classique. Dans les CEPOM obligatoires, vos droits sont relativement limités. Vous allez avoir la tarification, mais la portée des obligations pesant sur l'autorité administrative est quand même sensiblement moins importante. Donc, je vous ai remis également que vous allez devoir bénéficier de l'EPRD-ERT. Dernier point qui est important à avoir à l'esprit, c'est que si vous avez respecté les objectifs quantitatifs, que vous soyez en CEPOM facultatif ou obligatoire, vous avez un droit à la reprise des résultats à la fin du CEPOM. D'accord ? Et en cours de CEPOM, d'ailleurs, vous pouvez continuer à les affecter normalement. C'était un élément qui est très important dans vos relations avec l'administration, puisque parfois, certains vous disent que non, on ne reprend pas les résultats parce qu'on est en CEPOM. Non, non, ce n'est pas la règle, encore une fois. Les reprises de résultats continuent à exister dans le cadre des CEPOM. Autre point de vigilance que vous devez avoir, il concerne les dépenses rejetées. Vous savez que dans le cadre des comptes administratifs, quand vous envoyez les dépenses réalisées, les autorités de tarification peuvent rejeter des dépenses dès lors qu'elles n'ont été ni prévues au moment du budget prévisionnel ou au moment du CEPOM et, condition cumulative, qu'elles ne sont pas rendues nécessaires par le fonctionnement normal de l'établissement.
Ces dépenses rejetées doivent être prises avec la plus grande considération de la part des gestionnaires parce qu'elles viennent s'imputer sur les fonds propres associatifs ou de l'organisme gestionnaire de façon un peu plus générale. Donc c'est une perte sèche, sachant que vous n'avez pas de gain. Donc à certains égards, c'est vous jouez, vous jouez, vous jouez. Au mieux, vous êtes à l'équilibre, vous ne perdez pas, mais si vous avez des dépenses rejetées, vous êtes sûr de perdre. Donc soyez très vigilants. C'est un des rares cas où j'incite les clients à faire du contentieux tarifaire. Pour les autres questions, je conseille toujours d'essayer de négocier avec les administrations le plus longtemps possible. Sur les dépenses rejetées, il faut être très vigilant, ça impute les fonds propres associatifs, donc ne vous laissez pas embarquer sur des dépenses qui viennent après vous mettre en difficulté. Donc, voyez que dans le cours de l'exécution de votre contrat, il faut être très vigilant, toujours rechercher des solutions de règlement amiables des difficultés que vous rencontrez avec votre autorité de tarification. C'est fondamental. On est sur des engagements sur la durée. C'est l'intérêt de tout le monde que les établissements fonctionnent le mieux possible. Donc, recherchez toujours des solutions amiables et on envisage vraiment qu'en dernier lieu, le recours au juge administratif. Du côté de vos autorités administratives, si vous êtes autorité de tarification, vous avez toujours le pouvoir de direction et de contrôle qui existe, notamment sur l'atteinte des objectifs avec les indicateurs qui ont été mis en place. Vous avez en tant qu'administratif, la possibilité de vous faire communiquer les pièces nécessaires à l'exercice de votre contrôle. Donc on reste toujours avec les mêmes règles et c'est normal. Et vous avez maintenant la possibilité de procéder à un certain nombre de sanctions, et notamment en cas d'inexécution des objectifs quantitatifs. Dans ce cas-là, le gestionnaire, à la fin du contrat, n'a pas de droit à la reprise du résultat déficitaire. Et à côté du pouvoir de sanction générale propre au contrat, vous avez toujours, même si ce n'est pas prévu au contrat, en tant qu'autorité administrative, la faculté de résilier le contrat, voire un pouvoir de modification unilatérale du contrat. Pour finir, sachez que le contentieux, ou plus exactement, j'aurais dû mettre les contentieux autour du CEPOM, peuvent relever de deux juges différents. D'un côté, le juge de la tarification classique, mais qui, lui, va intervenir uniquement au moment où vous contestez votre tarification annuelle. Et à cette occasion-là, le juge de la tarification va être amené à se positionner sur l'interprétation des clauses du CEPOM, qui sont relatives à la tarification. En revanche, si on a un contentieux qui est relatif à la convention elle-même, en principe, on a le juge de droit commun qui va intervenir, à savoir le tribunal administratif, cour administrative d'appel, et en dernier lieu, Conseil d'État. Donc, voyez qu'il faut avoir une vigilance très particulière sur le juge à aller solliciter en cas de contentieux. Et encore une fois, notre préconisation, c'est de l'éviter, sachant qu'en termes de contentieux, on a très peu de recul sur la matière. Les expériences qu'on a, alors quand je vous parle d'expérience, c'est à la fois au niveau du cabinet et au travers de la jurisprudence qu'on a pu rechercher pour préparer cette intervention ou conseiller des clients, le juge administratif a tendance à ne pas trop regarder ce qu'il y a dans le CEPOM, mais plus la réalité des besoins financiers, et il a plutôt tendance à botter en touche, ce qui fait que nous considérons qu'il y a un risque à terme que les juges de la tarification disparaissent au profit du juge administratif de droit commun, puisque les marges de discussion en réalité sont très très faibles. Donc voilà pour ce que j'avais à vous raconter ce matin de façon synthétique. Je vous remercie beaucoup de votre participation extrêmement nombreuse à ce webinaire.
Et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins. Au revoir.